Bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille sur ILTV pour un nouveau numéro de votre magazine d'information Agglo et vous. Sans plus tarder, voici le sommaire de cette édition. Nous débuterons à Le Forêt pour visiter la future centrale photovoltaïque qui sera opérationnelle à la mi-2023. À cheval entre Montigny-en-Gohelle et Hénin-Beaumont, la ZAC des Deux-Villes vit actuellement une seconde jeunesse, la preuve en images. Depuis le 1er octobre, la collecte des déchets dans notre agglomération a été réorganisée. Nous verrons comment les services de l'agglo se sont adaptés à ce changement. Au lycée Fernand d'Archicourt d'Hénin-Beaumont, les élèves de terminale ont rencontré récemment Ginette Kolinka, rescapée des camps de concentration. Les caméras d'ILTV étaient présentes. Et puis notre invité de la semaine sera Yann Mailleux et avec lui, nous parlerons de l'APSA, l'association pour la solidarité active. Direction tout d'abord Le Forêt pour la visite d'un chantier un peu particulier. En effet, l'ancien site d'enfouissement des déchets, fermé depuis 2017, va bientôt connaître une seconde vie avec l'implantation d'une centrale photovoltaïque. Plus d'explications avec Karine Marconato et Sébastien Zanchetta. Il aura fallu de la patience pour transformer une friche de 32 hectares, autrefois dédiée à l'enfouissement de déchets, en une centrale photovoltaïque, symbole fort de la transition écologique enclenchée sur l'agglo Hénin-Carvin. Aujourd'hui, la seule chose qui se prédisposait justement sur ce site pour l'avenir, puisqu'on est en post-exploitation, c'était vraiment la pose de panneaux, puisque c'est bourré de servitudes, on peut pas y marcher, on peut pas y construire, on peut pas y jouer, on peut rien y faire si ce n'est que poser des panneaux photovoltaïques. Fermé en 2017, l'ancien site d'enfouissement a été néanmoins source de nombreuses contraintes pour l'installation des panneaux photovoltaïques, puisqu'en aucun cas l'étanchéité de la surface de l'ex-décharge ne devait être altérée. Ça nous impose de faire une structure porteuse de panneaux solaires qui est totalement en surface. Donc les châssis que on voit là sont montés sur des supports en béton qu'ils ont posés sur le sol, donc dont la masse et le volume calculés pour éviter justement qu'ils s'envolent avec le vent. Et en septembre dernier, une délégation d'élus et de techniciens a assisté à la pose symbolique des premiers panneaux. Les panneaux solaires donc, sont posés directement sur ces structures orientées plein sud avec un angle de 18 degrés par rapport à la verticale. Et la production globale attendue sur ce site est de 18 gigawattheures par an, ce qui est quand même très important, qui permet d'alimenter la consommation de 6400 foyers. Au total, près de 34 400 panneaux seront posés sur les structures d'ici le mois de mars 2023, date prévisionnelle de la fin du chantier d'installation. Le nouveau site de production d'électricité renouvelable sera alors le plus vaste au nord de Paris. On a 6 postes haute tension donc qui transforment l'énergie qui va sortir des panneaux solaires, enfin la tension en 20 000 volts pour être prêt à être injecté sur le réseau Enedis directement à l'extérieur pour des raccordements sur les postes sources autour et sur les câbles électriques. Et les premiers consommateurs en fin de compte de cette énergie vont être les plus proches géographiquement. Donc les premiers consommateurs seront les gens de Le Forêt qui bénéficieront de l'énergie qui sera produite sur ce site. Les friches se prédisposent et on est un territoire de friches, sans le dire de manière péjorative, hein, bien sûr, nos friches minières, nos abords d'autoroutes. Aujourd'hui, on a voté dans le cadre du projet de territoire écologique le zéro artificialisation nette. Donc ce qui veut dire qu'on ne va pas aller consommer des terres agricoles. À l'inverse, travailler sur nos friches et voilà, y substituer des projets tels que ceux-là, on y réfléchit effectivement. Parlons à présent de rénovation urbaine avec la ZAC des Deux-Villes, située à cheval entre Montigny-en-Gohelle et Hénin-Beaumont. Après une première phase de concertation avec les habitants du quartier et des mois de chantier, les premières réalisations ont été dévoilées récemment. La seconde jeunesse de la ZAC, c'est en images avec ce sujet. Située à cheval sur les communes de Montigny-en-Gohelle et d'Hénin-Beaumont, la ZAC des Deux-Villes compte aujourd'hui près de 2000 habitants. Depuis sa construction dans les années 70, elle n'a jamais bénéficié d'une rénovation globale. Une situation en passe d'être résolue puisque la ZAC a été retenue par l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. Les deux villes, l'agglomération et le bailleur Pas-de-Calais Habitat fondent de grands espoirs sur cette rénovation. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de modifier en profondeur le visage du quartier et surtout
sur tous les plans, et celui du logement, mais aussi des aménagements urbains, des équipements, des commerces et des services. Après plusieurs mois de travaux, les premières réalisations ont été inaugurées récemment, à commencer par la maison de santé Filieris. 3 médecins généralistes y sont installés, des soins infirmiers et des prestations de spécialistes sont également dispensés dans cet équipement. Tous les patients peuvent y bénéficier de soins dispensés par des équipes pluridisciplinaires, maniant des matériels à la pointe, ayant le souci de la prévention. Tous les patients bénéficient également des principes de solidarité caractéristiques du monde minier et qui ont comme traduction concrète le tiers payant et l'absence de dépassement d'honoraires. Toujours au rez-de-chaussée de la résidence Artois, la maison de la parentalité vient encore renforcer l'offre de services sur le quartier. Mis en place par l'EBDEF, ce lieu d'écoute et d'orientation accueille des experts pour maintenir et renforcer les liens familiaux. Cette journée d'inauguration s'est achevée avec les 94 premiers logements bénéficiant d'une rénovation énergétique globale, une priorité pour l'agglomération. Au titre de sa compétence, l'agglomération d'Hénin-Carvin investit fortement dans la ZAC des Deux Villes, avec une enveloppe de 3,5 millions d'euros de subventions aux bailleurs pour réhabiliter un peu plus de 700 logements. Et sur l'espace public, notre agglomération va également engager des millions aux côtés des Deux Villes pour la rénovation des réseaux. La transformation de la ZAC des Deux Villes se poursuivra jusqu'en 2030 et comme elle le fait depuis 2016, l'agglo consultera les habitants sur les prochaines étapes. Nous tenons à poursuivre avec eux le travail de concertation afin de récolter leur avis sur les opérations entreprises. C'est aussi à cela que servira la future maison du projet que nous venons de visiter. Dans ce lieu, les habitants, les associations et les acteurs locaux seront invités à échanger sur les transformations de leur quartier. Et c'est absolument essentiel parce que ce projet leur appartient avant tout. Au total, plus de 60 millions d'euros seront investis pour donner à la ZAC des Deux Villes une seconde jeunesse. Ouvrons à présent la page solidarité de ce magazine avec un gros plan sur l'association pour la solidarité active, plus communément appelée APSA. On en parle avec notre invité de la semaine, Yann Mailleux. Yann Mailleux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur du pôle logement et du SIAO Antenne de Lens pour l'association APSA. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ? Alors pour vous faire une présentation rapide de ce qu'est l'association, c'est une association qui existe depuis 1966, qui a plus de 50 ans d'existence. Le cœur de métier de l'APSA, c'est l'aide aux personnes sans abri. C'est-à-dire initialement, APSA voulait dire aide aux personnes sans abri. Au fur et à mesure du temps, l'APSA intervient toujours dans le champ de l'hébergement, du logement, mais a aussi développé d'autres champs de compétences tels que l'insertion professionnelle, tels que la parentalité, tels que la santé. Et voilà, au fur et à mesure de l'évolution des choses, de la professionnalisation et du développement des différents dispositifs, l'APSA est arrivée à s'appeler donc Association pour la solidarité active. C'est une association qui vient en aide aux personnes en difficulté, et ce, quel que soit le secteur ou le domaine de cette difficulté, que ce soit un problème de sans-abrisme, que ce soit une personne mal logée, que ce soit une personne en rupture avec le milieu professionnel, que ce soit une personne qui soit en difficulté dans toutes les questions relatives à la parentalité ou aux violences conjugales. L'APSA a pour vocation et cœur de métier de venir en aide aux personnes à l'échelle de l'arrondissement de Lens. D'accord. Alors combien de personnes composent vos équipes et quels sont le profil, ou les profils de ces personnes ? Alors on est à peu près à plus de 200 salariés au sein de l'association permanente, temps plein, avec des équipes qui sont composées vraiment de professionnels venant de secteurs et d'horizons très différents. On a une très grande majorité de travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, conseillères en économie sociale et familiale, et aussi des postes de soignants, des aides-soignantes ou des infirmières, des psychologues, des conseillers en insertion professionnelle. On est dans une approche globale des situations des personnes et voilà, on a besoin de recourir à ces différents professionnels pour prendre en charge le mieux possible les différentes personnes. D'accord. Alors vous le disiez tout à l'heure, votre activité s'étale sur l'arrondissement de Lens et notamment l'agglo d'Hénin-Carvin. Comment est né le partenariat entre l'agglo et l'APSA ? Alors le partenariat, il est né depuis, je pense, un peu plus d'une dizaine d'années maintenant.
Et je dirais ce qui a fait qu'on ait pu se retrouver, c'est surtout autour de la gestion du plan en grand froid. La communauté d'agglo nous a accompagnés depuis de très nombreuses années sur cette thématique-là, avec effectivement la prise en compte de la campagne de communication aussi par le biais d'affiches dont on pouvait disposer et que l'on diffusait à l'ensemble des partenaires du territoire, par le biais d'aides financières aussi qui nous permettent de faire le mieux possible notre travail, vraiment d'être le plus présent au cœur de chaque commune, par le biais de gestes de solidarité, de cadeaux, de campagnes de communication. Enfin, voilà, c'est tout cet ensemble-là qui fait que, voilà, que ce partenariat il est maintenant établi, reconnu, et ce depuis de très nombreuses années. Ce qui nous permet effectivement d'être présents à la même échelle sur le secteur de Lens-Liévin, sur le secteur d'Hénin-Carvin, et de pouvoir apporter une réponse de proximité à nos concitoyens de la rue. Alors on reviendra dans quelques instants sur le plan grand froid plus particulièrement. Le partenariat s'est encore accentué avec l'ouverture de la pension de famille de Noyelles-Godault. Quelle est la vocation de cet équipement? Alors, une pension de famille, alors on n'est pas dans le champ de l'hébergement, on est dans le champ du logement et du logement adapté. C'est un dispositif qui s'adresse à des personnes qui ont connu la rue, qui ont connu la précarité, qui ont connu les structures d'hébergement, mais qui n'ont plus forcément la vocation de s'y maintenir et d'avoir un accompagnement au quotidien. Mais pour autant, des personnes qui ne souhaitent pas ou qui n'ont pas la capacité à un moment donné dans leur parcours de vie de pouvoir vivre dans un logement autonome. Dans une pension de famille, vous avez des espaces communs et collectifs et vous avez après des logements. Chaque résident accueilli a son logement. Il a un statut de locataire, il signe un contrat de location, un état des lieux, il perçoit de l'APL. Et l'équipe éducative qui est composée d'une maîtresse de maison et d'un travailleur social est là, présent au quotidien pour l'accompagner dans les actes de la vie quotidienne, dans l'accompagner alors de ce que nous on caractérise pas comme un projet d'insertion mais comme un projet de vie. Un projet de vie. Voilà en gros le fonctionnement, comment se compose une pension de famille et un peu le public qu'on y accueille. D'accord. Pourquoi Noyelles-Godault ? Alors on était jusqu'à... l'association gère des pensions de famille depuis 2001. On était jusqu'à présent présent sur le secteur de Lens-Liévin, puisqu'on gère un établissement sur la commune de Noyelles-sous-Lens et un autre établissement sur la commune de Grenay. Alors, on avait des demandes de personnes venant du secteur d'Hénin-Carvin. Ça nous semblait intéressant de pouvoir répondre le plus localement possible à la demande de ces personnes qui ont tout naturellement envie de maintenir un lien avec leur commune d'origine, avec leur famille, avec des amis. Bon, voilà, je pense que c'est cette volonté d'apporter une réponse de proximité qui a fait qu'effectivement, on a réfléchi ensemble, on a travaillé ensemble pour l'ouverture d'un nouvel établissement sur le secteur d'Hénin-Carvin. Le choix de Noyelles-Godault, c'est aussi l'intérêt qu'a pu y porter la commune, et puis aussi le fait d'avoir pu trouver un terrain pour accueillir cette nouvelle construction. D'accord, c'est une construction qui a été réalisée par Maisons et Cités. Par Pas de Calais Habitat. Par Pas de Calais Habitat. Alors on a eu... toutes ces choses-là ont pris un peu de retard, parce que bon voilà, on a eu le Covid entre-temps qui ne nous a pas facilité la vie, mais c'est une construction avec Pas de Calais Habitat qui a aussi ce souhait de pouvoir développer et d'apporter des réponses adaptées à chaque situation de personne qui peut les solliciter. D'accord. Alors nous sommes allés à la rencontre de l'équipe de cette pension de famille, mais aussi d'un résident. Voici en images un résumé du quotidien de cette structure. Et on en reparle juste après avec Yann Mailleux. Au niveau de la pension de famille, on va trouver le bureau éducatif où on le partage avec ma collègue maîtresse de maison. Ensuite, on va trouver une salle collective où les résidents pourront prendre leur repas ensemble le midi, mais aussi pouvoir faire des belotes, des activités qu'on peut organiser, des ateliers, etc. Il y aura aussi la cuisine collective qui est ouverte du coup sur le collectif, qui permet à l'ensemble des résidents de faire à manger le midi, encadré par ma collègue Laetitia, qui va s'occuper plus de tout ce qui est quotidienneté, voilà, les tâches, les plannings, l'encadrement du quotidien. Avant, j'étais
J'ai été au foyer sur la Boussole. Et donc, c'est les maîtres de maison qui m'ont demandé pour que je puisse intégrer ici. C'est une pension de famille, c'est pas comme dans un foyer. En plus, on a notre appartement à nous tout seuls. On mange avec tous les personnels en bas le midi. Le soir et le week-end, on se fait manger nous-mêmes ici parce qu'on a des plaques là-bas. Ou si on veut, on peut se faire manger en bas, à la cuisine est ouverte. Les tâches en commun, c'est la maîtresse de maison qui le fait. Donc il y a un planning qui est en bas. Et du lundi au vendredi, on doit faire une tâche. Mais on a une journée de repos où on ne fait rien du tout. Ici, en pension de famille, on est très très bien, on est très bien accueillis par tout le monde. Si on a un souci, on va le dire aux maîtresses de maison. Ma vie, je peux vous dire franchement, elle a changé à, je ne vais pas dire à 100%, mais presque. De retour sur le plateau d'Aglo et vous pour parler de cette pension de famille de Noël Godot. Yann Maillot, on a bien senti dans les paroles du résident tous les bienfaits de cette pension de famille, sur son équilibre, sur sa dignité. Est-ce que c'est pas ça aussi finalement la finalité de cet équipement ? C'est l'un des objectifs visés de cet équipement. Alors le premier objectif, c'est d'apporter une solution de logement adaptée à la demande de ces personnes-là qui n'ont vraiment... pour un certain nombre, pas l'envie de vivre seul dans un logement, parce que la gestion de la solitude est quelque chose qui peut être compliqué. Donc ça, c'est le premier objectif. Mais l'un des objectifs, c'est de pouvoir apporter de l'habitat de qualité à des personnes qui ont eu un parcours compliqué, leur permettre de reprendre confiance, d'être tout simplement considérés comme des citoyens à part entière au sein d'une commune, au sein d'une communauté d'agglomération, au sein d'un département. Au-delà de cette pension de famille, est-ce que vous avez constaté une évolution récente des profils des personnes que vous avez à gérer au quotidien ? Oui, alors on constate depuis quelques années maintenant, tout simplement déjà un nombre plus important de personnes en difficulté, des situations de personnes de plus en plus jeunes, puisque effectivement, nous sommes régulièrement amenés à recevoir des appels via la ligne 115, donc la ligne pour les personnes sans abri, des appels de jeunes entre 18 et 25 ans qui risquent de se retrouver en situation de sans-abrisme ou qui le sont déjà. Aussi des personnes vieillissantes de plus en plus, des personnes de 60 ans et plus, des personnes qui jusqu'à présent étaient encore, il y a de ça quelques années, épargnées par ce phénomène-là et qui le sont de moins en moins, alors pour des raisons économiques entre autres. Et ce que l'on voit poindre aussi maintenant sont ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, même des personnes qui sont salariées, peuvent être confrontées à des difficultés dans le cadre financier qui peut les amener à avoir une procédure d'expulsion par exemple et avec le risque de se retrouver à la rue. Donc toutes ces catégories-là viennent se surajouter aux catégories des personnes que l'on avait habituellement et depuis de très nombreuses années l'habitude d'accompagner. La situation économique et notamment cette inflation galopante, est-ce que vous redoutez encore une détérioration de cette situation ? Complètement. On a, alors par le biais du logement, on réalise des accompagnements au logement. Nous sommes sur un secteur où il y a un nombre assez conséquent de personnes en procédure d'expulsion, des personnes qui sont aussi en situation de surendettement. On avait, il y a de ça encore quelques années, des personnes qui déposaient un dossier de surendettement pour des crédits à la consommation. On a aujourd'hui de plus en plus des personnes qui sont contraintes de devoir déposer un dossier de surendettement uniquement sur l'incapacité à payer des charges d'électricité, des charges de chauffage, des charges de paiement de loyer. Donc voilà, ça c'est aussi une nouvelle donne que l'on est contraint de devoir appréhender. Le plan grand froid, on en parlait tout à l'heure en première partie d'interview. Comment est organisé l'APSA pour répondre aux défis de l'hiver ? Alors, c'est une pratique qui se fait d'année en année. Alors, premièrement, on est organisé parce que, on a des places d'hébergement d'urgence dédiées à l'accueil des personnes durant la période hivernale. On a une équipe de rue qui réalise des maraudes sur le secteur de Lens-Liévin et l'Hénin-Carvin qui fonctionnent en mode hivernal. En période estivale, l'équipe de rue fonctionne du lundi au vendredi et ce jusqu'à 20h. Et en période hivernale, l'équipe de rue fonctionne 7 jours sur 7 jusqu'à 22h. Donc voilà, on intensifie effectivement nos maraudes. On est
beaucoup plus vigilants aussi par rapport aux appels 115. Donc voilà, cette organisation-là, elle se met en place chaque année. Elle est également relayée par les communautés d'agglomération, par exemple, qui viennent nous soutenir dans le cadre de nos actions, et puis aussi par le biais des citoyens qui vont faire appel à nos services pour nous informer d'une situation sur une commune de personnes à la rue. Justement, ces citoyens, au-delà de ces appels pour signaler ces situations, comment ils peuvent vous venir en aide aujourd'hui ? Alors, on est souvent, on a souvent besoin de choses, de couverture par exemple. Donc ça, on fait souvent appel aux citoyens pour nous aider, nous donner une couverture que l'on va donner aux personnes de la rue par exemple. Aider, ça veut dire aussi les appels polluants, ce qu'on appelle les appels polluants sur la ligne 115. Éviter d'appeler parce que ça peut être rigolo de faire une blague au téléphone. Donc éviter les appels polluants. Et puis voilà, réserver cette ligne aux urgences sociales, ce qui nous permet d'être plus efficace, plus rapide dans nos interventions. Par exemple, ça peut être aussi une façon d'aider le service à faire en sorte que son action elle soit la plus efficace possible. Rappelez-nous les grandes dates de ce plan Grand Froid. Alors, la période hivernale va du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Et donc, voilà, nos interventions sont intensifiées. On est là présent 7 jours sur 7 sur le territoire durant cette période. D'accord, très bien. Yann Mailleux, merci d'avoir été sur ce plateau. Merci pour toutes ces informations et bon courage pour toutes vos équipes dans cette période qui s'annonce particulièrement chargée. Merci encore. Merci. Parlons à présent de la collecte des déchets qui connaît un changement profond d'organisation depuis le 1er octobre dernier. Voyons comment les services de l'agglomération ont anticipé ce changement et comment ils travaillent au quotidien pour rendre le meilleur service possible. Lorsque les élus communautaires votent en décembre 2021 la reprise en régie de l'ensemble de la collecte des ordures ménagères sur le territoire, s'enclenche alors un véritable compte à rebours. Un compte à rebours dont l'échéance est programmée au 1er octobre 2022, date à laquelle la reprise devra être effective. Entre-temps, bon nombre de services et d'agents communautaires se sont mobilisés pour permettre à l'agglo de se substituer dans les délais impartis à l'entreprise Coved qui accompagnait jusqu'alors la collectivité dans la collecte des déchets. La conséquence directe d'une reprise en régie, c'est qu'on a une obligation de proposer aux salariés de la Coved qui travaillaient donc sur le marché de l'agglo une proposition de reprise. C'était à la fois de leur proposer des conditions de reprise qui ne soient pas manifestement inférieur au niveau de rémunération qu'ils avaient à la Coved, mais en même temps on avait une autre borne, c'était qu'on ne pouvait pas non plus leur proposer une rémunération qui soit supérieure à la rémunération que nos agents avaient en tant que ripper ou chauffeur. 34 salariés de la Coved sont alors sollicités par les ressources humaines de l'agglo pour renforcer les équipes de collecte des déchets. Donc une réunion collective qui s'organise au mois de mai 2022, et qui consiste simplement à recevoir tous les salariés de la Coved concernés pour leur expliquer les conditions de reprise, comment ça se passait à la CAC, le fait qu'on passait sur 2 rythmes de travail, un matin, un après-midi, ça changeait quand même fondamentalement les choses. Et puis dans la foulée, donc quelques semaines plus tard, en juin, des rendez-vous individuels. On a tenu à rencontrer individuellement chaque salarié de la Coved pour pouvoir affiner une proposition de reprise, une simulation de paye, une proposition de contrat. Donc ils étaient tous en CDI, on leur proposait bien sûr un CDI et ils avaient un délai raisonnable pour nous répondre. Au final, 17 salariés de la Coved décident de rejoindre les équipes de la collecte de l'agglo. 17 agents de collecte supplémentaires sont recrutés par ailleurs. Au total, 34 agents qu'il a fallu ensuite intégrer aux équipes déjà opérationnelles. On avait une demande que nous partagions, c'était de mixer les équipes des anciens collègues et des nouveaux collègues. Donc on est parti prioritairement à affecter des chauffeurs au camion pour leur donner aussi une responsabilité en termes de conduite et de bon entretien du camion au niveau des manœuvres et tout ça. Ensuite, concernant les rippers, on a fait un tirage au sort pour être le plus objectif possible et pour qu'il y ait un mixte parfait entre les anciens et les nouveaux. Et puis, il a fallu faire de la place au sein du centre technique communautaire afin d'y accueillir les nouveaux agents dans les meilleures conditions. Déjà, il y a eu un transfert de nos collègues de la REF et de la Brigade Verte. Ils ont rejoint les locaux de l'ancien site Tadao.
Donc ce qui a permis de libérer de l'espace ici au CTC pour à la fois créer un vestiaire féminin, parce qu'on a accueilli également des collègues féminines, et puis ça a permis de réaménager les vestiaires existants pour accueillir plus de 30 agents. Pour terminer, un règlement interne sera bientôt distribué à tous afin d'harmoniser les pratiques en matière de collecte. Un atout supplémentaire dans le cadre de l'intégration des nouveaux arrivants, mais aussi pour l'amélioration du service rendu aux usagers du territoire. Terminons ce magazine au lycée Fernand d'Archicourt d'Hénin-Beaumont. Dans le cadre de leur programme d'histoire, les élèves de terminale de l'établissement ont récemment rencontré Ginette Kolinka, rescapée du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Un témoignage hautement nécessaire auquel nos caméras ont assisté. Quand je la raconte, c'est mon histoire. Personnellement, je ne ressens rien. C'est mon histoire. Peut-être qu'au début, même, c'était peut-être un peu triste et tout. Maintenant, je la raconte. J'ai même pas l'impression que c'est moi qui ai vécu tout ça. Il lui aura fallu presque 55 ans pour commencer à raconter ce qu'elle a enduré en tant que déportée, rescapée des camps de la mort alors qu'elle n'avait que 19 ans. Finalement, c'est au début des années 2000, pour rendre service comme elle aime à le rappeler, que Ginette Kolinka commence à raconter. Depuis, elle n'a jamais cessé, enchaînant les conférences et les rencontres dans les collèges et les lycées de la France entière, comme ici, à Hénin-Beaumont, au lycée d'Archicourt, où Ginette s'était déjà rendue une première fois en 2018. Rien ne remplace le témoignage et le vécu. L'historien va écrire, intellectualiser l'histoire. Le témoin va y ajouter une sensibilité que le prof de français, de philosophie va pouvoir travailler. Et c'est vrai qu'elle est en vrai. Ça fait pas pareil pour eux. À l'écoute et concentrés, les terminales de l'établissement ont vécu intensément ce moment d'échange avec Ginette Kolinka. On vous habille avec des choses, on vous enlève vos cheveux, c'est plus vous êtes plus un être humain déjà. Hein. Et puis alors après, vous recevez des coups, vous n'avez même pas le temps de réfléchir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui pensaient. Moi, je ne pensais pas. Et c'est peut-être ça qui m'a sauvée. C'est quand même quelque chose de très émouvant, qui prend aux tripes. Hein. C'est une histoire pas banale quand même, qui touche tout le monde. C'est une grande personne qu'on écoute et qu'on respecte énormément. Et puis, elle a un grand âge, mais elle arrive quand même à raconter toute son histoire sans problème, même avec parfois quelques touches d'humour. Et puis, on a pu faire signer aussi nos livres juste après la petite séance. C'était très bien. C'était extrêmement intéressant. Elle parlait d'une façon assez naturelle. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les détails aussi qu'elle a pu évoquer. Elle se rappelle de autant de choses qui s'est passé pendant la guerre. Et à l'heure des théories révisionnistes et complotistes en tout genre qui fleurissent ça et là sur Internet et les réseaux, il est toujours bon de confronter les jeunes à ce type de témoignage. Car les mots de Ginette Kolinka, simples et directs, ont ce pouvoir, celui de déconstruire la désinformation. Il y en a qui pensent peut-être pas que c'est vrai. Hein. Puis il y en a qui pensent peut-être qu'on l'exagère. C'était pas comme ça quand même. Mais ce que je peux leur dire, c'était pas comme ça, ils ont raison, c'était pire. À 97 ans, les idées claires, à l'aise avec les élèves et jamais avare d'un trait d'humour, Ginette Kolinka aura une nouvelle fois donné une leçon d'humilité et d'humanité à son auditoire, qu'elle n'oublie jamais de remercier car, dit-elle, c'est son rôle de passeur de mémoire qui la maintient en bonne santé. Merci de me faire venir dans vos établissements. Et merci aux élèves qui m'ont écouté, parce que ça, j'espère qu'eux vont continuer à en parler. Voilà, ce magazine est à présent terminé. Merci de votre attention et de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe d'ILTV qui est en régie, à savoir Karine Marconato, Louis Fontanet et Sébastien Zanchetta. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle édition. À très vite. Retrouvez vos programmes sur le site iltv.fr, sur Facebook, YouTube et Instagram.